j'appelle tout de suite l'intervenante suivante à venir nous rejoindre. Il s'agit donc de Madame Faulia Freitas, qui est technicienne des bâtiments de France, qui nous vient de Seine-et-Marne et qui a fait son master d'histoire de l'art à la Sorbonne sur donc, son sujet et notre sujet d'aujourd'hui, donc François-Nicolas Lancret. Vous avez la parole, merci. Bonjour à tous, je vais vous présenter l'architecte François-Nicolas Lancret. Comme ça c'est mieux. Je vais vous présenter l'architecte François-Nicolas Lancret. Je vais d'abord vous présenter son origine avec sa vie parisienne, sa naissance et sa formation, puis sa carrière à la capitale, et je terminerai par la carrière en Champagne. Donc, malheureusement, nous ne connaissons aucun portrait de l'architecte François-Nicolas Lancret. Les seuls portraits connus sont celui de son oncle, l'autoportrait de son oncle, et le portrait présumé de son père qui se trouve sur le, sur le tableau de Nicolas Lancret, qui s'intitule « À femme avare, galant escroc ». Il est le fils d'un graveur, François-Joseph Lancret, et il est né à Paris le 30 décembre 1717 et est tenu sur les fonds baptismaux par le peintre Nicolas Lancret, son oncle. Son prénom assemble celui de son père, François-Joseph, donc François, et celui de son oncle, Nicolas, pour former François-Nicolas. Donc il est destiné à une carrière artistique. Il est orienté très jeune vers le dessin, puis vers l'architecture. Merci. Les premières années de sa vie se déroulent au sein du même quartier, la paroisse Saint-Germain-le-Veil, près de Notre-Dame, donc c'est entre Notre-Dame de Paris et la Sainte-Chapelle. Les Lancret étaient très attachés à cette paroisse, puisque tous les frères et sœurs de François-Nicolas y vivaient, et tous les enfants de François-Nicolas Lancret y ont été baptisés. Donc malheureusement, l'église de Saint-Germain a été détruite au XIXe siècle, et aujourd'hui siège la préfecture de police de Paris. Donc son père travaillait à la cour du palais, tout en bas, donc près de la Sainte-Chapelle, et il était graveur en creux, ce qui signifiait qu'il gravait les cuirs. Il réalisait des poinçons, donc, que vous voyez donc sur sa carte de visite, et qui est confirmé par son inventaire après décès. Donc il aurait enseigné à son frère le dessin, qu'il aurait transmis donc à son fils aîné. Pourtant, la famille Lancret n'était pas prédestinée à une carrière artistique, puisque donc Gilles Lancret était laboureur, et Robert Lancret, père de François-Joseph et de Nicolas Lancret, était cocher au faubourg Saint-Antoine. Donc ils sont d'origine modeste. Son enfance se traduit dans la première génération des Lumières, avec une effervescence autour de Louis XV. François-Nicolas Lancret a, je pense, pu bénéficier des relations de son oncle, patenté au roi. Toutefois, aucune source ne permet de le confirmer. Donc, par exemple, il aurait pu être présent sur le chantier de l'hôtel de Boulogne que Nicolas Lancret a réalisé les boiseries en 1731. Donc, François-Nicolas aurait très bien pu être sur le chantier. Donc 1735, c'est l'année durant laquelle François-Nicolas Lancret accède à l'Académie royale d'architecture. Donc cette école prestigieuse qui permet de former les futurs grands architectes du siècle, dont les enseignements sont délivrés par d'illustres architectes. Donc vous voyez à gauche, il recopie le traité des ordres d'après Antoine Desgodets, professeur à l'Académie royale jusqu'en 1720. Vous allez me dire, mais non, on est en 1735. Ça veut dire que 15 ans après le décès d'Antoine Desgodets, son cours est toujours enseigné à l'Académie royale d'architecture et est toujours recopié par les élèves. C'est pour dire l'importance qu'a pu avoir certains professeurs au sein de l'Académie. Donc la formation a permis aux jeunes architectes de comprendre les rudiments de l'art de bâtir, mais toutefois Lancret ne répond pas tout à fait aux exigences attendues, puisqu'il participe par 3 fois à ce qu'on appelle le Grand Prix. Donc c'est le Grand Prix qui permet d'accéder à l'Académie de France à Rome. Et il échoue à toutes les tentatives. Donc le seul dessin qui est conservé, c'est celui de 1738, c'est sa première participation. Donc il a quand même mis 3 ans avant de participer à l'Académie, enfin au Grand Prix.
Et en fait, pour vous expliquer un peu, il a perdu face à Jean Courtonne, fils de Jean Courtonne, directeur de l'Académie royale d'architecture. Donc il est arrivé deuxième, mais derrière le fils du directeur. Les deux suivants, Pérouse de Monclos émet une petite réserve sur cette première participation. Par contre, les deux suivantes, il les a vraiment... on n'a pas les dessins, donc il les a vraiment échoués. Donc, on peut passer. Donc, après l'Académie royale, il va rentrer dans l'agence commune de Pierre Contant d'Ivry et de Jean-Michel Chevautet. Donc, deux professeurs à l'Académie royale qui ont formé une agence, qui se sont regroupés en fait pour former une agence commune. Alors, Pierre Contant d'Ivry, il est connu pour l'église de la Madeleine à Paris. Et Chevautet, il est plutôt connu, alors si vous connaissez, il est connu pour avoir réalisé le château de Donjeu, en Haute-Marne, pas très loin, ou sinon celui de Champlâtreux, dans le Val d'Oise, près de Paris. En 1752, Pierre Contant d'Ivry pousse son élève, François Nicolas, à partir auprès de l'enfant-duc de Parme, mais il n'aura pas la place, ce sera Petitot qui sera préféré, parce que Chevautet désigne son élève comme ayant la langue trop épaisse. D'après le dictionnaire de la langue du XVIIIe siècle, avoir la langue trop épaisse, ça veut dire qu'il est bégaye. Donc, comme c'était pour partir à l'Académie de Parme enseigner, c'est un peu difficile d'enseigner quand on bégaye, donc il n'a pas eu la place. Donc, à partir de 1750, des sources commencent à évoquer Lancelin. Donc il est connu sur le chantier du château de Cassel-sous-Sénard, de la Seigneurie. C'est près de Melun, c'est dans l'Essonne. Et donc je vous ai mis un plan de la Seigneurie, enfin de la Seigneurie. Donc hop, voilà le plan du château à la fin du XVIIIe siècle. Et si on continue, merci. Pour ce château, on ne connaît que des travaux de restauration. En fait, il aurait réalisé la surélévation, donc il a ajouté un étage au château. Le château, malheureusement, il est démonté au 19e et au 20e siècle, et voici ce qu'il en reste aujourd'hui, le mur de clôture. Voilà. Donc en raison du manque d'entretien, évidemment. Hop. François-Nicolas Lancret, il est surtout connu pour le château de la Motte-Tilly, donc, qui est dans l'Aube. On va passer. Donc voici le plan de la seigneurie, pareil, qui s'étend sur plusieurs hectares. Hop, on va passer. Donc voici le plan de 1755 sur lequel Lancret apparaît. Donc vous voyez, il est intitulé Plan au rez-de-chaussée du château de la Motte-Tilly, près de Nogent-sur-Seine, qui se construit. Donc, enfin, pardon, qui se construit près de Nogent-sur-Seine. François-Nicolas Lancret, architecte Inuit. Inuit, ça veut dire à inventer. Donc à inventer le plan du château de la Motte-Tilly. C'est comme ça qu'on peut affirmer que c'est l'auteur du château de la Motte-Tilly. Alors, c'est un terme qui est très utilisé en gravure. Vous avez à gauche Nicolas Lancret Pinxit, donc à Pan, et donc je vous ai fait un détail sur Nicolas de la Mersin, sculptite, donc aggravé. Donc comme il a reçu les premiers rudiments de la gravure, c'est pas étonnant qu'il la fasse apparaître sur son plan, sur son premier grand plan, on va dire, sur le plan qu'il a réalisé. Donc le château de la Motte-Tilly, il a été réalisé. Oui. Non, on peut passer. Merci. Le château de la Motte-Tilly, il a été réalisé pour l'abbé Joseph-Marie Terret, futur contrôleur général des finances. À ce moment-là, il est seulement parlementaire. Et donc c'est le dernier ministre, ce qu'on appelle ministre des Finances de Louis XV. On va passer. François-Nicolas Lancret s'est beaucoup inspiré du traité de l'art des maisons de plaisance d'Étienne Charles Briseux. Donc vous voyez les similitudes, je vous laisse faire le jeu des différences. Voilà, vous n'en verrez pas beaucoup. Mais à partir de 1765, il est connu sur il rencontre le grand maître des eaux et forêts de Champagne, qui s'appelle Dominique Antoine Télès d'Acosta. Merci. Pour lequel il rénove l'hôtel particulier rue Elsevier, c'est dans le Marais, c'est dans le 3e arrondissement. Les travaux portent uniquement sur les intérieurs et on va passer. Donc voilà, je vous ai mis un plan, le plan Turgot, puisque à l'époque ça s'appelait la rue des Trois Pavillons, et le plan Vassereau qui nous montre bien l'hôtel au début du 19e siècle. On va passer. Voilà, et la reconstruction de l'aile ouest que vous avez donc en image.
Donc la carrière parisienne de l'architecte reste méconnue, puisque ce sont les 3 seuls chantiers, et dans son inventaire après décès, aucun paiement n'apparaît pour cette période. Le grand maître lui propose donc de devenir son architecte patenté, donc son architecte attaché, et donc à partir de 1769, il part pour l'abbaye de Murau, son premier chantier. Donc, il devient architecte de la maîtrise particulière de ce qu'on appelle la ville de Chaumont. Son titre, architecte expert de la maîtrise pour les bâtiments des gens de main morte, indique que ce sont les constructions qui attraient aux édifices communaux, donc les presbytères, les lavoirs, les ponts, les fontaines, les églises, etc. L'ancret œuvre principalement pour la reconstruction des églises que les habitants ou que les communautés, je parle de communautés, sont tenus d'agrandir. Merci. L'ordonnance de 1769, émise par Colbert, fixe définitivement l'organisation des maîtrises des eaux et forêts du Royaume de France. Donc ces maîtrises, elles sont appelées grandes maîtrises, et en 1769, elles sont au nombre de 16. Merci. Elles se divisent en 134 maîtrises particulières, mais au milieu du XVIIIe siècle, elles sont au nombre de 20, les grandes maîtrises. Le rôle est de surveiller les bois, de veiller à leur exploitation, ainsi qu'aux droits de pêche. Alors, la maîtrise de Champagne, elle gère la tutelle de 7 maîtrises particulières: Chaumont, Metz, Reims, Saint-Dizier, Saint-Ménéhould, Troyes et Vitry-le-François. Et elle prend véritablement son essor après 1744 auprès des communautés. Donc l'ancret, il apparaît pour la maîtrise particulière de Chaumont. Toutefois, il porte le titre d'inspecteur architecte expert de tous les bâtiments des gens de main morte du département de Champagne. Et je vous ai mis la carte de la Champagne au XVIIIe siècle. Et vous voyez, vous avez vos couleurs, grands, et une partie des Vosges. Ce qui signifie que Murau, ou en tout cas le secteur, appartenait à la Champagne au XVIIIe siècle. Ainsi, il est probable que son travail ne se soit pas concentré sur la maîtrise particulière de Chaumont, mais les archives ne le relient qu'à celle-ci. Alors, aux archives départementales de l'Aube, il n'apparaît pas pour la maîtrise particulière de Troyes. J'ai tout dépouillé, il n'y apparaît pas. Pour les maîtrises de la Marne, idem, il n'apparaît pas. Et concernant la Haute-Marne, seule la maîtrise particulière de Chaumont avait été inventoriée, donc la seule que j'ai pu dépouiller en 2017-2019. Donc malheureusement, les autres restent à faire. Par contre, il y a une mention très intéressante aux archives départementales des Vosges, puisqu'elle permet d'affirmer que l'ancret aurait travaillé pour d'autres maîtrises, et notamment celle de Vassy. L'église de Trampeau, dans le département des Vosges donc, était affectée à la maîtrise particulière de Vassy, pour lequel l'ancret obtient le chantier. Donc, c'est possible que de nouvelles églises ou de nouvelles œuvres viennent enrichir le catalogue d'œuvres de l'architecte. On va passer. Donc, je vous avais mis une carte, mais je me rends compte qu'elle est horrible. Si vous voulez, j'ai le livre avec moi, donc je pourrais vous montrer la carte, ce sera beaucoup plus simple. C'est les églises qui ont été rénovées au XVIIIe siècle, principalement ce sont les chantiers de l'ancret. Donc, on va passer. Donc voilà, je vous ai mis un petit peu l'histogramme, voilà, les années pour lesquelles l'ancret apparaît. On va passer, et on va passer. Donc la maîtrise des eaux et forêts exerce un contrôle sur les travaux par le financement. Les biens des gens de main morte appartenaient directement aux communes et devaient donc être réparés ou entretenus par elles. Les édifices cultuels, généralement les églises, appartiennent pour moitié aux communes. La charge de leur entretien était donc divisée par deux. La partie sacrée appartenait au décimateur, donc soit c'est l'affectataire, soit c'est le seigneur du lieu. Donc l'affectataire, soit c'est le curé, enfin, soit c'est l'entité paroissiale, soit c'est le seigneur du lieu. Et la partie profane, donc les nefs, étaient à la charge des communautés. Donc au XVIIIe siècle, les nefs des églises deviennent trop étroites à cause de l'essor démographique, et donc les habitants, pour avoir accès à leur église, devaient faire les travaux. Ils étaient un peu obligés quand même par les décimateurs. Donc un architecte est commis pour faire les réparations à leur charge. Les entretiens peuvent conduire à des contentieux entre les divers propriétaires, puisque là vous avez l'église de Darmal, et vous voyez que la tour-clocher, elle est quand même située entre les deux. Donc qui finance? Puisque on est entre la partie profane, la partie sacrée. Généralement, les décimateurs sont assez... ils s'en déchargent, hein. Ils disent bon, c'est quand même vous qui en avez usage, c'est à vous de payer, donc c'est généralement les communautés qui les payent.
Mais voilà, c'est le genre de contentieux qui peuvent arriver. Donc, suivant s'il vous plaît. En 1684, un arrêt du Conseil royal sépare véritablement l'entretien de l'édifice entre les paroissiaux, donc partie profane, et les décimateurs. C'est de là que ça vient. Je vous laisse... Il conviendra construire ou réparer dans les villes, bourgs, villages et paroisses dépendant des diocèses, procéder à visite des dites nefs, donc la partie profane, nommée par des experts pour en faire les travaux en présence des maires, échevins et syndics des lieux, et ensuite tenir une assemblée, donc un conseil municipal. Donc cet arrêt du conseil, on peut suivante. Il est confirmé par un édit de 1695 qui confirme que les habitants sont tenus d'entretenir et de réparer la nef de l'église, et là on y en rajoute les murs de clôture des cimetières. Donc en plus ils ont jackpot, ils ont gagné la petite clôture. Donc la réfection des édifices publics que sont voilà, les hôtels de ville, les maisons d'école, les églises, etc. suit une procédure très stricte et réglementée. C'est un formalisme administratif qui pouvait être très pesant pour les communautés, qu'elles soient d'habitants ou religieuses, soucieuses de rénover les biens. Donc dans un premier temps, elles doivent... On peut passer ? Merci. Donc voici la procédure. Donc, elles doivent attendre d'obtenir l'arrêt du Conseil du roi afin d'employer le produit du quart de réserve de bois. Ensuite, donc, elles envoient tout ça à Paris. Donc la requête, elle est déposée auprès du contrôleur général des finances. C'est intéressant de remarquer qu'à partir de 1769, c'est l'abbé Terray qui devient contrôleur général des finances, et donc c'est le propriétaire du château de la Mottille, dont Ancret avait exécuté le plan. Ce dernier vérifie, donc le contrôleur général des finances vérifie le bien fondé de la requête et la valeur des bois. Dans les 3 mois qui suivent, le grand maître soumet une ordonnance afin de permettre l'exécution du balivage et du martelage des arbres à couper. Donc il organise la futée. Le grand maître procède à une visite des bois, à la suite de laquelle un procès verbal est dressé. Une deuxième ordonnance est émise pour nommer un architecte pour les réparations à effectuer, avec le procès verbal de délibération des assemblées des habitants, donc le conseil municipal. Donc malheureusement, on a très peu de ces archives qui ont été conservées, et elles n'ont pas été conservées non plus dans les archives nationales à Paris, puisqu'il y a un fonds pour la maîtrise des eaux et forêts, mais il n'en est rien. Donc, entre 1769 et 1784, date de changement de grand maître, qui va s'appeler Alexandre Fougeroux d'Angerville. C'est Lancret qui est très fréquemment nommé sur les chantiers. Donc, le délai entre l'ordonnance du grand maître et la rédaction des procès-verbaux de l'architecte, il est généralement de 3 mois. L'architecte doit se rendre sur place, prendre en considération les finances publiques, tout en s'adaptant aux nécessités des réparations. Donc, il a vraiment l'exigence des communautés qui lui demandent certains points. Une fois le constat de l'architecte, les travaux doivent être adjugés à un entrepreneur payé avec le prix de la vente de la coupe des bois. Alors celle-ci, elle est autorisée par lettre patente émanant du Conseil d'État du roi. La séance se tient à l'auditoire de la maîtrise, puis après toutes les formalités énoncées par le grand maître, les adjudications se suivent jusqu'au plus offrant et le dernier enrichisseur. Donc généralement, c'est des marchands de bois qui achètent les bois pour pouvoir les revendre. Ensuite, intervient l'adjudication des ouvrages au rabais à un entrepreneur, ce qui permet de clore la séance après une annonce par voie d'affiche. Donc il y a une publicité qui est faite. L'entrepreneur prend en charge le financement et l'exécution du chantier avec le devis de l'architecte. Donc, je sais pas si... Voilà, merci. Alors, généralement, ce sont les mêmes entrepreneurs qui sont nommés et qui sont parfois responsables de la maîtrise d'œuvre, ce qui est normalement interdit, mais François Mauperin, que vous avez l'avant-dernière colonne, en 1775, il dresse le devis pour la communauté de Condes en étant adjudicateur du devis de Lancret sur la chapelle en Blaisy. Donc, comme quoi, c'est pas incompatible. Il peut dresser des devis et peut être entrepreneur. Donc ensuite, le chantier est supervisé par Lancret, généralement, parce qu'il est Lancret, ce qui signifie qu'il est tenu de contrôler les entrepreneurs, mais il ne les dirige pas. Juste, il passe sur le chantier de temps en temps pour voir l'exécution du chantier. Le rôle de l'architecte, donc, s'apparente à celui d'un expert, d'où le titre,
au service de l'administration et du grand maître. À partir de 1780, Lancret introduit des notats dans cette devis, qui sont des prérogatives à la charge des entrepreneurs qui jusque-là bénéficiaient d'un certain assouplissement, parce que, à mon avis, c'est l'adjudicataire Edme-Joseph Aubert, qui est l'architecte de l'abbaye de Clairvaux, qui s'est permis de ne pas se conformer au devis de Lancret sur le chantier de la Ferté-sur-Aube. En fait, Aubert il avait dressé un devis pour la construction de l'église de la Ferté-sur-Aube, mécontent de ne pas avoir obtenu le chantier au profit de Lancret, il obtient l'entrepreneur, donc il obtient la construction, voilà. Et en fait, il doit suivre le devis de Lancret, tout en ayant fait un auparavant qui n'a pas été accepté. Donc, à mon avis, comme il n'a vraiment pas été content, il s'est permis certains excès, et donc les habitants étaient très mécontents parce que le devis n'a pas été respecté, et dans ces cas-là, quand il y a un contentieux de ce type, ils font un recours. Le recours, il est auprès de l'intendant de Champagne, donc ça va à Châlons en Champagne, qui envoie son propre architecte qui est patenté, donc c'est Nicolas Durand, celui qui a fait l'hôtel de ville de Châlons, qui est venu sur place, qui a dressé un procès-verbal pour effectivement dire que Lancret avait raison, que la réception des ouvrages n'est pas conforme et qu'il ne doit pas être accepté. Donc, quand le chantier se termine, l'entrepreneur perçoit des mains du receveur général des domaines la somme qui est due, et donc, on peut passer à la suivante. Voilà, par ce billet, il reçoit les ouvrages qui s'apparentent donc à l'actuelle conformité des travaux. Donc, on va passer. Donc vous voyez, là vous avez Antoine Brigonnet qui supplie humblement le grand maître des eaux et forêts, qui, comme il s'est rendu adjudicataire des ouvrages, énonçait dans un devis dressé par le sieur Lancret à Sex-Fontaine la somme qui lui est due, après le chantier. On va passer. Donc le délai, le grand maître connaît un expert pour la réception des ouvrages dans un délai de 3 semaines, après la requête. Et c'est un délai assez rapide quand même. Donc les constructions, elles étaient faites entre 18 et 2 ans. Entre 18 mois et 2 ans. Donc ça révèle quand même une certaine rapidité des chantiers, surtout que Lancret il est sur une centaine de chantiers à ce moment-là. Donc là, je vous ai mis la particularité de l'abbaye de Murau, puisqu'en fait, vous avez la manse abbatiale, la manse conventuelle. Donc ça, c'est un aspect que j'ai moins traité. Mais du coup, la réparation était divisée entre les 2 manses pour l'abbaye de Murau, qui possédait donc pour la manse abbatiale l'église de Pargny, de Sauvigny, les 2 fermes et le moulin de Midrevaux. Et pour la manse conventuelle, 4 églises, 7 fermes, dont la ferme d'Audeuil dont vous avez le plan à droite. Les parties en jaune, c'est les parties à démolir. Les parties noires, c'est les parties à conserver. Et donc des maisons et une grange, enfin une maison et une grange maison. Voilà. Mais je laisserai les successeurs en parler plus longuement. Donc on va passer. Voilà, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il a un rôle d'inspecteur. Et si on passe à la diapo suivante, il a un rôle de maître d'œuvre puisque nous avons fait le devis pour parler sur Murau, enfin pour l'abbaye de Murau. Merci. Donc Lancret réalise des projets pour plusieurs types d'architecture. Donc je les ai regroupés en 3 catégories: architecture de l'eau, architecture du culte et architecture municipale. Donc les devis ne concernent pas forcément la construction totale d'un édifice, donc sauf quand c'est un lavoir ou une fontaine. Mais pour les églises, en tout cas, il peut s'agir d'embellissement. Donc par exemple, la commune de La Fauche, que certains ont visité hier, la commune souhaitait la mise en œuvre d'une tour-clocher en avant de l'église, et donc Lancret il a réalisé le devis de cette tour-clocher avec la réception des ouvrages. Donc on est sûr que la tour-clocher elle a été réalisée par Lancret à la fin du XVIIIe siècle. Parfois les embellissements concernent les intérieurs. Donc l'église de Sémilly, c'est seulement un pavement au sol de la nef. À Signéville, ce sont les objets du culte qui sont préconisés, donc fourniture d'un porte-Christ, de bannières, de maître-autel, etc. En Champagne, donc Lancret il a aussi réalisé des constructions totales. Donc La Ferté-sur-Aube, Rennell, Rochefort-sur-la-Côte, Sex-Fontaine. Oh, je vais peut-être. Et les 2 hôtels de ville qu'on peut passer, s'il vous plaît. Donc là, ce sont des projets non réalisés. Donc quand on a conservé les dessins de Lancret, généralement c'est pas bon signe, ça veut dire que les projets n'ont pas été réalisés. Parce qu'en fait, les dessins
ils sont sur le chantier. Donc généralement, ils ont disparu. Donc on peut passer, ça c'est des dessins, voilà. C'est pour vous montrer un peu la qualité aussi de dessin de l'architecte. Sauf pour vos couleurs, qui est l'un des rares projets exécutés dont on a conservé l'élévation. Donc voilà, et il a réalisé donc les églises en Lorraine, donc de Vaucouleurs, de Parny-sur-Moreau et de Trempeau. Enfin, en Lorraine actuelle, je précise. Donc, voilà, je vous laisse défiler des... Voilà, je laisserai Parny-sur-Moreau, vous en entendrez parler beaucoup mieux que moi, donc je vous laisse... Et donc la Ferté-sur-Aube dont je vais parler tout à l'heure pour le contentieux. On va passer encore. S'il vous plaît. Voilà, les hôtels de ville, donc j'aimerais continuer. Donc les projets. Et j'aimerais juste m'arrêter sur la maquette de l'hôtel de ville pour vous dire que l'hôtel de ville de Chaumont, donc voilà, le projet. Alors j'ai pas retrouvé l'élévation, l'élévation elle a disparu dans les années 80, hein. J'ai juste retrouvé une vieille photo en noir et blanc. Par contre, la maquette de l'hôtel de ville, c'est un unicum, enfin c'est une œuvre unique, parce qu'en fait on ne connaît que deux projets, que deux maquettes d'hôtel de ville en France, celle de Rouen et celle de Chaumont, qui date du 18e, hein, j'entends. Et en fait, donc si on peut montrer celle de Rouen, voilà, merci. En fait, celle de Rouen n'a rien à voir, c'est un projet royal, et très souvent des maquettes étaient présentées au roi, notamment, donc on en a parlé, l'église Sainte-Geneviève, donc le Panthéon actuel a une maquette pour présenter au roi. Donc l'hôtel de ville de Rouen a aussi eu sa maquette. Mais là, on n'est pas sur un projet royal, on est sur les habitants de la communauté de Chaumont en Bassigny. Et donc c'est la seule maquette d'hôtel de ville conservée en France pour un projet de communauté. On va passer. Donc l'architecte, il ne travaillait pas seul, il était accompagné par son dessinateur, Pierre-Marie Mangot, pour lequel on ne connaît pas de portrait, qui reprendra à sa mort les chantiers, dont celui de l'hôtel de ville de Chaumont et dont celui de Trempeau, puisque le chantier de Trempeau il date de 1788. Donc à la Révolution française, le système des eaux et forêts est supprimé. Pourtant, Mangot, il reste architecte des communes, il réalise plusieurs devis. On le retrouve sur les chantiers de la construction de la salle de spectacle, en remplacement du couvent des Capucins, c'est en plein cœur de Chaumont, et il exécute un plan à construire pour la préfecture. Donc c'est pas du tout la préfecture actuelle de Chaumont, mais c'est quand même, il y avait déjà un plan au début du 19e siècle pour la préfecture. Donc vous remarquez que Pierre-Marie Mangot, il s'est marié à deux des filles de Lancret. La deuxième, avec lequel il a eu deux enfants, alors malheureusement elle décède en couche, donc il est allé chercher la quatrième, avec lequel il a eu 3 enfants. Au décès donc de sa seconde épouse, il s'installe dans le château qui s'était fait construire à Malicorne, c'est dans l'Yonne. Et malheureusement, la recherche de son inventaire après décès, elle a été infructueuse, donc je n'ai pas pu le retrouver. Donc, si on peut passer, pardon, si on peut passer, j'avais voilà les plans de Mangot, enfin, les élévations de Mangot. Donc, il s'appelle Pierre-Marie Mangot d'Orgères, donc il est issu de la famille noble d'Orgères. Et hop, on va passer. Voilà. Et je pense que Lancret, il était aussi accompagné de son fils, Michel-Ange, hein, qui deviendra géomètre et ingénieur des ponts et chaussées. Donc il a été missionné pour l'expédition d'Égypte. Il écriva plusieurs chapitres dans la description de l'Égypte, et notamment la description du livre de Philae, qui aujourd'hui a été enseveli par les eaux. Donc voilà, vous avez pareil une élévation d'une porte que Michel-Ange a réalisé, Michel-Ange Lancret a réalisé. Je précise que voilà. Donc on peut... Hop, voilà. François-Nicolas Lancret, il décède le 4 février 1789, donc très peu de temps avant la Révolution française. Et donc sa carrière, qui est divisée en 2 temps, s'accroît véritablement après sa rencontre avec le grand maître des eaux et forêts de Champagne, et il sera véritablement au service de l'administration. Il n'a pas œuvré seul en Champagne, donc il serait très intéressant d'approfondir la question de l'administration, de son fonctionnement et de ses acteurs en son sein. Et donc je vous présente mes excuses parce que je n'ai pu dresser qu'un tout petit portrait de l'architecte qui est méconnu, mais qui a largement contribué à la transformation des bois en pierre, selon l'expression de Jean-Louis Langrenier, conservateur à Dole. Je vous remercie.